va, et on va donner quelques secondes pour nos participants pour qu'ils puissent se connecter. Après quoi, on va commencer ce webinaire. Alors, donc il est 10h02. Je pense que nous pouvons commencer. Donc, bonjour à tout le monde, chers participants, membres du centre et invités à cet événement organisé par le Centre de recherche et d'enseignement sur sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa. Donc, en mon nom et au nom de la direction de ce centre, je vous remercie chaleureusement pour l'intérêt que vous manifestez aujourd'hui pour cet événement, un événement qui porte sur le tribunal spécial du Liban. Comme vous le savez peut-être, ou je dirais à vrai dire, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ce tribunal. Le tribunal spécial du Liban, certains le qualifient comme étant la seule juridiction pénale internationale dédiée au terrorisme international ou au terrorisme en général. D'autres ont vu dans ce tribunal un instrument juridico-politique pour régler des comptes géopolitiques dans la région du Moyen-Orient. Certains ont salué le travail acharné de ce tribunal depuis 17 ans, je pense depuis 2005, donc ça fait presque 17 ans de son d'existence, en faisant ainsi référence à ces interminables audiences. Le tribunal a tenu presque 500 audiences et au nombre de pages de preuves recueillies et étudiées, des centaines de milliers de pages. D'autres, au contraire, qui sont critiques à l'égard de ce tribunal, parle d'un procès à 1 milliard de dollars, en faisant allusion aux coûts élevés engendrés par le fonctionnement de cette juridiction. Aujourd'hui, on n'est pas là pour trancher ce débat, mais nous aimerions connaître plus et mieux sur ce tribunal parce que, quoi qu'on dise, ce tribunal est entré ou fait partie aujourd'hui de la physionomie du droit pénal international. Donc, mieux connaître ce tribunal, c'est acquérir une meilleure connaissance et une meilleure formation sur les structures juridictionnelles du droit pénal international, sur leur fonctionnement, leurs forces, leurs faiblesses et aussi sur les défis auxquels ces tribunaux font face. Donc, cette connaissance est, à mon sens, utile pour être mieux outillé et mieux préparé pour comprendre et pour participer, pour s'impliquer dans les débats sur la création de nouvelles juridictions pénales internationales. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent et qui revendiquent la création d'un tribunal spécial pour le conflit en Ukraine. Même au Liban, et mon invité va nous éclaircir mieux sur cet aspect, certains ont même demandé la création d'un tribunal international pour enquêter et statuer sur l'explosion meurtrière au port de Beyrouth qui a eu lieu en 2020. Donc, vous voyez, chers invités, l'intérêt de notre rencontre d'aujourd'hui. Notre conférencier invité est un expert international qui a non seulement une connaissance pratique en tant qu'avocat conseil auprès du tribunal spécial pour le Liban, mais aussi une connaissance théorique, juridique approfondie en matière de droit international. D'ailleurs, donc je souligne ça, son livre Le tribunal spécial pour le Liban, défis juridiques et enjeux stratégiques est une référence de première main pour tous ceux et celles qui aiment connaître les interstices du tribunal spécial pour le Liban. Pour vous dire que nous sommes chanceux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Pour vous dire, permettez-moi d'introduire mon ami et collègue, le professeur Antonius Abou-Qasma.
Le professeur Antonius, je vais lire rapidement quelques aspects de son CV, donc je ne vais pas lire tout son CV. Donc, le professeur Antonius Abou Qasm est avocat à la Cour de Beyrouth depuis plus que 18 ans et professeur de droit international, admis sur la liste des conseils devant les cours pénales internationales depuis 2011. Il a été nommé par le tribunal spécial pour le Liban en 2014 comme conseiller principal de la défense et en 2020 comme conseiller principal représentant légal des victimes. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université de Grenoble en France et de plusieurs autres diplômes dans le domaine de droit. Il a travaillé auprès de plusieurs institutions internationales aussi, mais il a aussi travaillé auprès de certains cabinets de droit privé. Il a servi comme président du comité consultatif des normes professionnelles de l'Association du barreau auprès de la Cour pénale internationale pour 2 mandats. Il est membre de l'Association des anciens de l'Académie de droit international de La Haye et de la Société française du droit international. Il est ancien directeur de la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université libanaise. Il est titulaire du grade de professeur où il enseigne le droit international à l'Université nationale et à l'école Fouad Cheheb du commandement et d'état-major de l'armée libanaise. Voici quelques lignes du CV ou de la biographie de notre invité. Donc, mon cher Antonius, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes occupé et je suis sûr que nous allons tirer profit de votre présentation et que votre intervention va nous donner plus de connaissances, plus d'informations, plus d'analyses sur ce tribunal qui, comme je l'avais bien présenté, a fait l'objet de plusieurs, de plusieurs oppositions donc, entre ceux qui sont pour le tribunal et ceux qui sont contre. Donc, sans plus tarder, je vous remercie infiniment. Je remercie tous les participants qui sont inscrits à cet événement. Ça nous fait plaisir de vous avoir en ligne et en espérant de vous avoir en présentiel dans les prochains mois et peut-être dans les prochaines semaines. Ça nous fait toujours plaisir au nom donc du centre, en mon nom personnel. Je vous remercie. Je remercie bien évidemment les membres du centre qui ont collaboré, qui ont donc assuré tous les aspects logistiques pour cet événement, notamment notre agente de communication, Madame Caroline Fauché, qui est avec nous. Donc, comment la séance va se dérouler? Je vais passer la parole à notre invité. Après quoi, j'ouvre le bal des questions. Donc, si vous avez des questions, vous avez donc là une fenêtre, vous pouvez taper vos questions et les envoyer. Et notre invité va répondre avec plaisir à toutes vos questions. Donc, c'est ça le plan de match de cette conférence. Donc, je vous remercie infiniment et je cède la parole à notre invité, le professeur Antonius Abou Qasm. Bienvenue, Antonius. Merci, cher ami, chers collègues, cher professeur Fatali, cher directeur du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa. C'est un honneur pour moi de participer avec vous et d'être invité, notamment par votre Centre d'études en politique internationale. Je tiens également à remercier Madame Caroline Fauché, la responsable des communications et de la gestion des événements. En fait, le sujet du tribunal spécial pour le Liban est un sujet qui est important au niveau du droit international pénal et au niveau de la lutte contre le terrorisme international et également au niveau de la lutte contre l'impunité. Alors, très brièvement, permettez-moi de rappeler les chers participants
Alors, c'est à la suite de l'attentat du 14 février 2005 qui a été perpétré par un kamikaze. Cette explosion a fait 22 morts, dont l'ancien Premier ministre Rafik Hariri et de 226 blessés. Donc, c'était commis dans le contexte de la résolution 1559 du Conseil de sécurité qui appuyait l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban en demandant le retrait de l'armée syrienne, notamment, et aussi de respecter la Constitution en vue des élections présidentielles qui devaient avoir lieu au mois d'octobre 2004. Donc, dans ce contexte, le Premier ministre Rafik Hariri a été assassiné et on disait que M. Hariri, c'est lui qui a poussé à l'adoption de cette résolution, entre guillemets, souveraine. Donc, on a eu une condamnation nationale et une large condamnation internationale, et même le Conseil de sécurité a qualifié l'attentat Hariri comme menace à la paix et à la sécurité internationale. Et ici, la première point de droit. Est-ce que l'assassinat d'un ancien Premier ministre constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale? Donc, à la suite de cet assassinat, le secrétaire général de l'ONU a été demandé par le Conseil de sécurité de mettre en place et d'envoyer une mission d'établissement des faits pour enquêter sur les causes, les circonstances et les conséquences de l'assassinat Hariri. Le rapport a été sorti très vite, quelques semaines après le travail de la mission et même après presque un mois de l'assassinat. Et donc, parmi les observations de cette commission, elle a recommandé de créer une commission d'enquête indépendante pour faire les investigations sur l'assassinat Hariri. Et également, le Conseil de sécurité, sous chapitre 7, a établi la résolution 1595 en créant le UNIIC, la commission d'enquête internationale indépendante. Elle a fait sortir 11 rapports à partir du 20 octobre 2005 jusqu'au fin février 2008, car le TSL a commencé ses travaux le 1er mars 2009. Donc, c'est le contexte. Également, on a eu une série d'attaques terroristes après l'assassinat Hariri. Donc, même jusqu'à l'année 2013, ce type d'assassinat. Le 13 décembre 2005, en sus du travail de l'UNIIC, le gouvernement libanais a demandé aux Nations Unies de créer un tribunal de caractère international. Le Conseil de sécurité a accepté cette demande et il a mis sur place un système de négociation pour établir ce tribunal à travers 2 résolutions. Donc, les négociations, et ici c'est très important, ont abouti à la signature d'un accord bilatéral entre le gouvernement libanais et les Nations Unies. Donc, l'acte créateur
initial du tribunal, c'est un acte bilatéral entre le gouvernement libanais et l'ONU. Mais, comme vous le savez, selon la constitution libanaise, il s'agit d'un traité, même si c'est un accord bilatéral. Donc, ça nécessite une approbation du Parlement libanais. Alors, cette étape n'a pas été faite. Le speaker du Parlement a fermé les portes pour éviter l'approbation du traité. Et voilà, des députés, plus que 71 députés, ont adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU demandant de mettre en œuvre cet accord signé entre le gouvernement et l'ONU. Donc, à travers, je l'appelle comme intervention judiciaire du Conseil de sécurité sous chapitre 7, donc la 1757, cette résolution, a mis en place et en vigueur l'accord signé entre le Liban et l'ONU. Donc, ici, le Conseil de sécurité a ratifié au niveau international cet accord. Au lieu que l'accord soit approuvé et ratifié par le Parlement libanais, il a fait une intervention judiciaire. Donc, quel but? C'est pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Et les annexes de la résolution étaient l'accord signé, en plus du statut du tribunal spécial pour le Liban, 2 documents déjà négociés et contresignés par les 2 parties. Donc, ce n'est pas un tribunal qui est créé par le Conseil de sécurité. C'est un tribunal négocié, un tribunal bilatéral entre l'ONU et un État, mais faute de ratification au niveau national, le Conseil de sécurité s'est intervenu pour mettre en vigueur l'accord. Ce n'est pas un tribunal du chapitre 7 comme le TPIY ou le TPIR. OK? Donc, c'est une question assez importante et aussi c'est une nouveauté au niveau du droit international pénal. Donc, d'ici, on voit le caractère internationalisé de ce tribunal à travers sa compétence. Donc, il y a une compétence concurrente entre les juridictions libanaises et le TSL. Et le TSL a la primauté sur les juridictions nationales libanaises. Donc, en fait, il s'agit d'une complémentarité incomplète. Au niveau de la compétence matérielle, et ici c'est curieux et on voit le caractère internationalisé, donc on juge les actes terroristes conformément au droit interne libanais. Donc, il s'agit d'un premier tribunal entre guillemets international chargé de juger des crimes relevant du droit national et on applique la définition du droit libanais. Au niveau de la compétence personnelle, on n'a aucun article qui traite de l'immunité des officiels. Donc, à ce niveau, si un officiel est déjà accusé, on suit la procédure nationale. Mais l'article 3 du statut, pour moi qui est copié-collé du tribunal spécial pour la Sierra Leone, comme si on parle des crimes de guerre, alors il parle de la relation hiérarchique entre supérieurs et ses subordonnés. Mais l'essentiel, que ce tribunal applique le principe de la responsabilité pénale individuelle. Donc, l'important, c'est que l'ancien, le feu président du TSL, le fondateur du TSL, le professeur Antonio Cassese, dans une décision préjudicielle sur le droit applicable,
il a déjà donné une nouvelle définition du terrorisme international en se basant sur le droit libanais. Donc, en deux mots, qu'est-ce que le terrorisme international? C'est de terrifier ou de susciter le terreur au sein d'un public à travers des moyens dangereux. C'est une définition très claire et très précise. Donc, le fait de tuer quelqu'un, c'est donc, ce n'est pas le terrorisme. Donc, le terrorisme est déjà commis une fois qu'on a l'intention de semer la terreur au public à travers des moyens dangereux. Donc, le meurtre qui vient avec la commission ou la perpétration de l'acte terroriste constitue une circonstance aggravante. Donc, on peut commettre le terrorisme sans tuer. Le fait même de semer et de susciter la terreur à travers des moyens dangereux, donc c'est une nouvelle définition du droit international relatif au terrorisme. C'est la définition du TSL sortie le 16 février 2011. Et bien sûr, on a une liste non exhaustive des moyens dangereux, les engins explosifs, les matières inflammables, les produits toxiques ou corrosifs, les agents infectieux ou microbiens, et on peut ajouter beaucoup d'autres, et notamment à travers les nouvelles méthodes de guerre. Concernant la compétence ratio-temporis et ratio-loci, il y a là les signes de sélectivité du TSL. Le TSL, appelé le tribunal Hariri, mais en fait, il est compétent pour connaître d'autres affaires dans deux époques différentes. À partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 12 décembre 2005, et ces affaires connexes peuvent faire le sujet d'enquête du tribunal spécial pour le Liban, de son procureur, sans l'approbation du gouvernement libanais. Mais tous les attentats au-delà du 12 décembre 2005, il faut l'approbation du gouvernement libanais et l'assentiment du Conseil de sécurité. Mais en deux mots, juste le TSL a fait ses investigations sur des affaires entre le 1er octobre et le 12 décembre 2005, et le TSL a décidé qu'il y a seulement 3 affaires qui sont connexes avec l'affaire Hariri. Qu'est-ce qu'on veut dire par affaire connexe? La connexion repose sur des éléments suivants. Et ces éléments peuvent être combinés. L'intention criminelle, je parle du motif, le but derrière les attaques, la nature des victimes ciblées, le schéma des attaques, le modus operandi et les auteurs, l'identité des auteurs. Également, ce tribunal, je ne vais pas parler beaucoup de ça, également, elle a une compétence inhérente, notamment la compétence inhérente du TSL. Dans cette compétence, on peut examiner des affaires d'outrage et des affaires relatives à l'accès à la justice. Et on a eu jusqu'à présent 3 affaires qui ont été décidées en faisant de la compétence inhérente du TSL.
Et quoi de la structure et du financement du TSL? Très brièvement, au niveau des organes, on a les chambres, le bureau du procureur, un bureau de la défense et le greffe. Donc, il y a 4 organes. Les chambres, on a une chambre de mise en état, une chambre de première instance et une chambre d'appel. Donc, on n'a pas un juge d'instruction, on a un procureur et on a un juge de mise en état. C'est lui qui confirme l'acte d'accusation. Donc, on peut voir qu'on est en train de suivre le common law et non pas le droit civil ou le droit romano-germanique, le système romano-germanique, en l'absence d'un juge d'instruction. Également, une nouveauté, on a un bureau de la défense qui est autonome et indépendant, contrairement aux autres tribunaux et cours internationaux. Donc, le TSL, c'est le premier tribunal internationalisé ou le premier tribunal international dont on a un bureau de la défense à pied d'égalité avec le bureau du procureur. Donc, il y a de grandes garanties pour les accusés. Et également, il a un budget également autonome, comme le budget du procureur. Mais bien sûr, au niveau du budget, ce n'est pas à comparer avec les activités du procureur. Car, comme vous le savez, le procureur commence ses activités même à l'ouverture du tribunal. Alors, le rôle de la défense vient lors du rendement des actes d'accusation. Une nouveauté aussi qui est importante au niveau du TSL, et c'est intéressant qu'il y a une unité des victimes et des témoins. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des victimes du crime de terrorisme. Donc, avec ma petite expérience pour chaque genre de crime, on a une victimologie qui est spécifique. Donc, les victimes du terrorisme sont différentes des victimes des crimes de guerre ou du génocide ou des crimes contre l'humanité. Au niveau du financement, le TSL repose sur un système de financement mixte. Donc, selon l'accord, le Liban paie 49% du budget du TSL et 51%, ce sont des contributions volontaires et pas du budget de l'ONU. En fait, 28 États, en plus de l'Union européenne, ont contribué au financement du tribunal. Donc, c'était toujours aux environs de 53 millions d'euros pour chaque année. Et en fait, c'est considéré un peu cher pour plusieurs raisons. Pour la procédure applicable, j'ai déjà mentionné, il s'agit d'une procédure mixte entre les systèmes de common law et de droit civil, le romano-germanique ou l'intercontinental. Et c'est une innovation, même au niveau du règlement de procédure et de preuve. Les juges peuvent faire le choix entre 2 systèmes de procédure. Donc, ou bien les parties, je veux dire le procureur, l'accusation et la défense sont, eux, les parties au procès. Sinon, la chambre de première instance, c'est elle qui a un rôle actif. Mais ça n'a pas été appliqué. Toujours, il y avait une tendance à appliquer le common law et c'était toujours un match de foot entre l'accusation et la défense.
et le rôle des juges au TSL était passif et c'était l'une des causes de la lenteur des procédures. Alors, pour toute nouvelle institution internationalisée ou internationale, c'est bien d'appliquer, à mon sens, le droit civil, car on risque beaucoup de la lenteur des procédures et on va voir quelles étaient les retombées sur le TSL. Très brièvement, on a une phase d'enquête. Après la phase d'enquête, le procureur rend un acte d'accusation et puis, comme j'ai déjà mentionné, le juge de la mise en état confirme l'acte d'accusation. Sinon, il fait un renvoi au procureur pour modifier son acte d'accusation. Et après, il y a la question de la comparution de l'accusé, mais très fâcheux, je peux vous dire qu'on n'a pas eu d'accusé dans les affaires principales. Donc, on a appliqué une procédure par défaut. Donc, c'est un peu théorique. Au niveau pratique, le TSL, c'était le premier tribunal à faire des procès par défaut en se basant sur la responsabilité pénale individuelle. Et bien sûr, on applique la présomption d'innocence comme principe et même on peut faire des enquêtes complémentaires durant le procès. Donc, l'OTP, the Office of the Prosecutor, est toujours en état de la recherche de la vérité des éléments de preuve de témoins. Le procès commence quand le dossier se transforme des mains du juge de la mise en état et on détermine de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et après le prononcé de la peine. Au niveau de la présentation des moyens de preuve, en fait, c'est un système qui est un système libre. On peut tout présenter. Même les témoins peuvent comparaître à travers la vidéoconférence. Donc, par vidéoconférence, des témoins peuvent déposer. Alors, la présence juridique est requise et non pas la présence physique. Le verdict est déjà décidé par les juges de première instance. Ils sont 3 juges, 2 internationaux et un juge libanais. Et bien sûr, le jugement sera prononcé en public et ils ne rendent un jugement qu'au-delà de tout doute raisonnable. Le jugement est suivi d'une autre procédure afin de décider de la peine. Donc, il n'y a pas une peine capitale, contrairement au droit libanais, mais on peut imposer des peines de détention allant jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Aussi, on a droit à l'appel, mais on a eu une problématique intéressante que dans les procédures par défaut, les conseils de la défense qui sont désignés par le tribunal, déontologiquement, n'ont pas le droit d'interjeter appel. Alors, moi personnellement, dans l'une des affaires d'outrage au tribunal, j'ai décidé de ne pas interjeter appel par respect à la déontologie de la profession d'avocat, mais dans l'affaire Ayash et autres, l'un des conseils a déjà essayé d'interjeter appel, mais la chambre d'appel a rejeté ces écritures. On a dit
quand on est dans une situation de procès par défaut, le Conseil de la défense n'a pas le droit d'interjeter appel. Alors, c'est une question déontologique et surtout liée au droit romano-germanique. Car pour l'appel, c'est l'accusé qui doit décider. C'est lui-même qu'il doit faire un nouveau power of attorney pour dire voilà, veuillez, monsieur l'avocat, mon représentant, interjeter appel ou pas. Donc, dans quel cas nous sommes dans une procédure par défaut? Si l'accusé renonce à son droit d'être présent, si l'accusé est en fuite ou introuvable, si l'accusé n'a pas été remis au tribunal par les autorités de l'État concerné. Donc, quelle est la justification du TSL et la justification, disons, d'Antonio Cassese, qui était aussi président du TPI grec pour la procédure par défaut? Que la justice ne doit pas être contrariée par la volonté de l'accusé ou l'intention d'un État qui refuse de le livrer. Et actuellement, comme vous avez déjà mentionné dans votre introduction, très cher professeur, chers collègues, que c'est la question pour l'Ukraine. Si on va établir un tribunal international, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des accusés au prétoire? Pour ce cas, les gens qui pensent à ce tribunal, ils pensent à appliquer l'exemple du tribunal spécial pour le Liban, que l'essentiel, c'est de faire justice et que la présence physique n'est pas requise. L'essentiel de faire justice, de rendre coupable un criminel. Alors, si on va faire la balance entre de faire un procès par défaut et de laisser un accusé libre sans qu'il soit rendu coupable par un tribunal, alors on peut dire voilà, même s'il n'est pas présent, on peut faire un procès par défaut, mais le déclarer coupable. Toujours en deux mots, l'accusé qui ne comparaît pas au TSL, on lui nomme un conseil et c'est l'une des caractéristiques du TSL. Alors ici, il y a un tableau, je ne vais pas beaucoup expliquer, mais il y a plusieurs nouveautés du TSL, notamment au niveau de la procédure par défaut, de la présence du juge de la mise en état, de la présence d'un bureau autonome de la défense et aussi de la participation active des victimes, même au-delà des compétences des victimes participantes de la Cour pénale internationale. Alors, en fait, on a eu 5 mandats d'arrêt délivrés contre 5 accusés. L'un des accusés, M. Badreddine, a été tué en Syrie en 2016. Donc, le tribunal a continué avec 4 accusés jugés par défaut. Alors, l'affaire Hariri, Ayash et autres, on a eu 297 témoins, 70 victimes participant à la procédure, 415 jours d'audience. Et comme vous voyez, beaucoup d'éléments de preuve. On a 171 011 pièces de preuve. Au niveau de la compétence inhérente, on a eu 2 affaires d'outrage. Et ce qui est ici intéressant, c'est la question, est-ce qu'on peut accuser une personne morale d'outrage? Et on applique ici le principe de la responsabilité pénale individuelle.
Alors, à ce sujet, on a eu des questions positives des juges qu'on peut faire la poursuite seulement dans les cas d'outrage contre des personnes morales. Pour les affaires connexes, dont j'ai déjà mentionné, qui sont assez importants, c'est l'affaire Ayash seule. Il s'agit de 3 attentats contre M. Marwan Hamadeh, l'assassinat de M. Georges Hawe et l'attentat contre M. Elias Elmor. Ici, la connexité, c'était que M. Salim Ayash, qui était accusé dans l'affaire Hariri, c'est la même personne qui était accusée d'avoir perpétré ces attentats. Donc, c'est le même auteur, les mêmes motifs et même la qualité des victimes. Il s'agit de figures politiques libanaises nationales. Quels sont les défis qui ont opposé le TSL et qui peuvent opposer tout tribunal pénal internationalisé, même international? Tout d'abord, la question de la primauté. La primauté, elle est relative car le TSL n'a de primauté que vis-à-vis les juridictions libanaises. S'il y a, disons, un témoin à la République démocratique du Congo, on n'a pas de primauté. Il faut faire un memorandum of understanding avec la RDC pour pouvoir coopérer. Donc, en fait, le TSL n'avait de primauté que vis-à-vis les juridictions libanaises. Donc, c'est le maillon faible des juridictions internationalisées qui sont déjà établies à travers un accord bilatéral. Donc, on tire des leçons pour tout potentiel cours pour l'Ukraine ou pour la Syrie ou pour l'Irak. Aussi, il y a un défi spécifique aux crimes de terrorisme. Donc, en fait, au niveau des crimes de guerre, on a je veux dire, le chaîne de commandement est déjà clair. Alors, si vous avez un témoin qui est un officier, il peut vous raconter de son supérieur et de ses subordonnés. Alors, tu peux connaître du HR de la structure. Mais au niveau des crimes de terrorisme, les terroristes forment des petites cellules secrètes et des groupuscules et qui agissent dans la clandestinité. Et même ces groupuscules ne se connaissent pas les uns les autres. Alors, c'est très difficile d'identifier les terroristes. Aussi, les membres des groupes terroristes sont très réticents, ils ne divulguent pas des renseignements, surtout qu'ils mènent des combats idéologiques. Et c'est très difficile de trouver des témoins de l'intérieur. Aussi, au niveau de la poursuite des crimes de terrorisme, l'enquête repose sur des preuves circonstancielles et pour beaucoup d'interlocuteurs, ils ont considéré que le point faible du TSL, c'est que ces jugements se sont concentrés sur des preuves circonstancielles. Et notamment, on n'a pas d'accusé au prétoire. Bien sûr qu'avec les témoins, on peut se reposer sur des preuves circonstancielles. Et on peut dire qu'on était dans un état de procès des fantômes. Alors, on conduit des procès en l'absence des accusés. Et même si c'est déjà autorisé dans quelques pays, mais en fait, c'est un grand défi de mener un procès
et il y a des témoins et le contre-interrogatoire des témoins se fasse seulement par des conseils de la défense qui sont nommés et qui ne connaissent pas l'accusé. Donc, quel était l'impact de la justice internationale sur le Liban? On a toujours ce dilemme paix contre justice. Donc, le TSL, en fait, n'a pas créé ou n'a pas constitué un élément dissuasif pour les criminels. On a eu d'autres attentats n'a pas aidé à la mise en place de la paix civile au Liban. Alors, il y a eu une terrorisation des politiciens qui ne s'est pas arrêtée. Le TSL a constitué une principale controverse, notamment que le TSL a accusé des membres de Hezbollah. Et le Hezbollah est considéré par une bonne majorité au Liban en tant que résistance contre Israël. Et le Hezbollah a considéré le TSL comme institution sioniste. Alors, chaque personne qui collabore au travail avec le TSL, entre guillemets, c'est une personne qui est contre la résistance et pro-sioniste. Quel était l'impact du TSL vis-à-vis la justice libanaise? Excusez de vous dire que les juges libanais se sont devenus paresseux, pas courageux. Alors, ils laissent les grandes affaires des assassinats au TSL. Comme si le TSL, c'est lui qui est seulement responsable de mettre fin à l'impunité au Liban. Est-ce que le TSL peut-il être un bon exemple pour lutter contre le terrorisme international? En fait, je ne pense pas, mais c'était une première, c'était un précédent. Sans primauté internationale, ce n'est pas utile de créer un tribunal international pour juger de crimes de terrorisme. Donc, il faut en fait des enquêteurs qui ont une bonne expérience, il faut une primauté et il faut une coopération internationale très poussée avec Interpol et autres. Donc, je ne sais pas s'il y aura dans le futur un projet de créer une cour pénale internationale permanente comme la CPI, mais juste pour les crimes de terrorisme, car il y a une grande différence entre les investigations relatives aux crimes de terrorisme et les autres crimes. En fait, je vais juste clôturer par dire qu'il y a eu des achèvements du tribunal, mais en fait, les échecs du TSL étaient majeurs. Par exemple, aucun accusé n'a plaidé devant le TSL, aucun accusé n'a été arrêté par les autorités. Toutes les audiences ont été conduites en l'absence des accusés. Les 3 personnes inculpées sont toujours en état de fuite et en dehors de la prison. Un procès qu'on vous avait déjà mentionné qui a coûté $1 milliard sans aucun prisonnier. Et le plus fâcheux, c'est que le TSL a été bien affligé par l'impact de la situation financière. Et donc, le TSL a fermé ses portes et depuis le 1er juillet 2022, le TSL a entamé sa phase résiduelle
Donc, actuellement, nous sommes dans une situation d'archiving et la communauté internationale était indifférente et nous sommes dans cette situation de déni de justice. Merci pour votre attention. Excellent. Merci beaucoup, chers collègues, pour cet éclairage intéressant sur le contexte, le fonctionnement, la procédure et les défis rencontrés par ce tribunal. Certainement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce tribunal. On peut être d'accord sur certains aspects, on peut ne pas être d'accord sur d'autres. Mais là, nous avons quelques minutes. Je vais ouvrir le bal des questions. Donc, chers participants, si vous avez des questions, donc vous pouvez envoyer vos questions directement sur le chat. Donc, vous avez la fenêtre, la rubrique de chat. Vous pouvez envoyer vos questions et je vais relayer vos questions à notre invité. Voilà. Moi, pour briser la glace des questions, j'ai quelques petites interrogations, chers collègues. Tout d'abord, une interrogation là, juste pour de clarification. Vous avez dit que c'est une question de victimologie, si on peut l'appeler ainsi, que les victimes du terrorisme ne sont pas les mêmes que les victimes des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, etc. En quoi consiste la différence, si vous pouvez clarifier ce point? En fait, après l'examen des victimes de terrorisme et de la terreur, donc l'état psychique et l'état psychologique est différent et l'état de terreur chez la personne est très différente. Excellent. Donc, je vais voir le chat. Il n'y a pas de questions. Il y a. Vous avez parlé de cet aspect mixte des procédures. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus comment, sur certains aspects, on a privilégié la procédure comme elle découle du système romano-germanique ou système continental? Donc, quel aspect de la procédure est tiré? Oui, oui. Alors, on a donné le droit à la défense de faire une enquête en parallèle avec le procureur. Et donc, le rôle du juge est un rôle très passif au niveau de la collecte des éléments de preuve. Juste les deux parties, s'ils ne parviennent pas à collecter des éléments de preuve pour des circonstances exceptionnelles, ils peuvent demander ça au juge. Donc, le juge est à mi-distance entre le procureur et l'accusation et c'est l'accusation qui fait l'interrogatoire des témoins de la défense et vice-versa. Et si le juge a une question, alors il intervient. Donc, ce n'est pas lui qui fait l'interrogatoire au prétoire. Donc, les deux parties, ce sont l'accusation et la défense. Et la défense aussi, comme j'ai dit, la défense a le droit de présenter des éléments de preuve, a le droit de chercher des témoins, la défense a le droit de faire des enquêtes en parallèle et a le droit de faire le contre-interrogatoire des témoins du procureur. Donc, c'est une nouveauté vraiment qu'on ne connaît pas dans nos tribunaux. Et le rôle du juge, c'est juste, il découvre les pièces après que les pièces soient présentées lors de l'audience. Donc, il ne maîtrise pas le dossier avant la présentation de la preuve. Excellent. Alors, c'est très important et c'est pour ça ce match entre l'accusé et la défense rend les procédures très lentes. Et les juges demandent juste des clarifications. Et le procureur du tribunal spécial pour le Liban, comme vous avez vu, a présenté beaucoup des éléments de preuve, beaucoup de témoins, car il n'y a pas des accusés
arrêtés. Donc, c'est pour prouver la culpabilité de ces personnes à travers la preuve circonstancielle. Excellent. Et là, Juste une clarification, excusez pour un collègue au niveau de 2004. Et il a dit que l'explosion était en 2005. Oui. En fait, la compétence du tribunal commence le 1er octobre. On a inclus l'attentat contre M. Marwan Ahmadi qui a été commis le 1er octobre 2004. Alors, c'était inclus dans la compétence du tribunal, même si l'attentat Hariri était survenu le 14 février 2005, car c'était dans le même contexte et M. Marwan Ahmed était considéré comme une personne qui faisait du groupe Hariri une main droite et c'est pour ça qu'il était considéré comme une cible. Donc, on a décidé que la compétence du DSL commence du 1er octobre 2004 et que la 1559 a été rendue en 2004. Donc, 1559, attentat Hamadi et puis le grand assassinat. Excellent. Très bien. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Donc, avant de clôturer, là, peut-être en matière de preuves, chers collègues, là où vous avez bien mentionné, nous l'avons vu, que le tribunal a recueilli un nombre très large de preuves, des dizaines de milliers de pages de preuves. Mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à la véracité et la vérification et la validation de ces preuves? Surtout que, comme vous le savez bien, il y a des généraux qui ont été emprisonnés, arrêtés pendant 4 ans et après ils étaient acquittés sans aucun, sans aucun état de conscience. Donc, comment vous jugez la pertinence et la validité des preuves soumises et étudiées par le tribunal et l'arrestation et après la libération de ces généraux? Et aussi, nous savons bien qu'il y a certains témoignages qui ont été, qui soulevaient certaines, qui étaient problématiques. Et je pense même le dernier procureur a soulevé des questions par rapport à certains témoignages qui ont guidé enfin le travail du tribunal à ses débuts. Comment vous jugez de ça? Merci pour cette question. Il faut bien clarifier que la commission d'enquête internationale indépendante est un organe créé par la résolution 1595 et c'est un organe subsidiaire de l'ONU qui est différent et indépendant du tribunal spécial pour le Liban. Le tribunal spécial pour le Liban, il s'agit d'une organisation internationale créée par accord bilatéral. Donc, bien sûr, il y a un lien de parenté entre le UNFCCC et le TSL. Mais dans le statut du TSL, l'article 19, le TSL est libre de prendre en considération les preuves déjà collectées par la commission d'enquête ou pas. Donc, c'est pour cette raison que le TSL a fait une sélection des éléments de preuve déjà collectés par la commission et c'est pour ça qu'il a décidé d'une façon positive la question des 4 généraux. Et même une deuxième preuve à ce niveau que le TSL ne prend pas en considération même le schéma criminel déjà dessiné par la commission. Donc, si on lit les rapports de la commission, notamment les 3 premiers rapports, on pense par exemple que le régime syrien était seul responsable et aussi que les officiers que vous avez déjà mentionnés qui font partie de ce système policier libano-syrien. Donc, pour le TSL et pour le procureur, il a décidé autrement. Donc,
tout d'abord, il n'y avait aucune mention, par exemple, de Hezbollah. Également, le procureur, il a un pouvoir discrétionnaire pour dessiner l'affaire. Je veux dire qu'il peut utiliser les éléments de preuve qui supportent sa version de l'acte d'accusation. Par exemple, il y a beaucoup de témoins, il y a beaucoup de suspects, mais il a décidé seulement, par exemple, dans les affaires connexes, d'accuser une seule personne. Et en fait, ce n'est pas logique. On ne peut pas, par exemple, vraiment, excuser le mot, que tu ne peux pas prouver aux gens qu'une seule personne, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a planifié, c'est lui qui a donné l'ordre, c'est lui qui a exécuté. Donc, c'est quand même pas logique. On ne peut pas croire toujours aux théories du procureur. Je pense que du fait que le travail était surtout concentré sur la preuve circonstancielle, alors ces théories manquent un peu de rigueur. Excellent. Il y a une dernière question avant de clôturer donc de l'un de nos participants. Donc, il vous dit, en tant que conseiller principal de la défense du tribunal spécial pour le Liban, avez-vous senti que ce tribunal sert la justice? Pensez-vous plutôt que le tribunal a apporté des innovations et des avancées pour les tribunaux pénaux internationaux? Merci pour la conférence. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, chers collègues? En fait, comme vous avez vu, la première chambre a déjà acquitté 3 accusés. Donc, la présence des accusés pourrait avoir un impact plus positif pour la véracité du procès. Donc, même à travers des procès par défaut, le TSL, au niveau de la première chambre, a déjà acquitté. Donc, la présentation des preuves, bien sûr, aide beaucoup à avoir un procès équitable pour les accusés et je parle à un niveau institutionnel. Vraiment, le TSL était bien équipé pour la défense. Il y avait, comme j'ai déjà mentionné, un bureau autonome et qui avait un budget et qui avait toujours la volonté de mener des enquêtes et d'aider la Chambre, disons les juges, pour chercher la bonne et la vraie vérité. Excellent. Chers collègues, professeur Antonius, merci beaucoup pour cette excellente conférence. Et bien évidemment, nous avons appris beaucoup de choses. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur ce tribunal qui va certainement influencer le fonctionnement d'autres tribunaux, d'autres institutions du droit pénal international. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite tout le succès. Je souhaite la prospérité et la paix à tous les Libanais, au Liban, cette terre de berceau de toutes les civilisations et un pays qui est fier de son passé, qui est faisant face à son présent et certainement optimiste quant à son avenir. Je vous remercie infiniment, je remercie tous les participants et je remercie mes collègues ici au Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa qui ont organisé et contribué à l'organisation de cet événement, notamment mes collègues Caroline Fauché et Viviana Fernandez. Merci beaucoup, chers collègues. À très bientôt, en espérant vous voir
en personne ici au Canada. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Je pense que c'est la soirée chez vous au Liban. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous. À très bientôt. Merci.